Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à la bancarisation. Le dossier du jour, les tontines, les vertus de l'épargne solidaire. Et au sommaire également de cette émission, le Tchad va envoyer des troupes au Cameroun pour l'aider dans sa lutte contre Boko Haram. Biram Ould Abeid a été condamné à 2 ans de prison ferme, tout comme 2 autres responsables de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Un verdict loin de faire l'unanimité. Et dans la troisième partie économique, la Banque islamique de développement, la BID, accorde 200 millions de dollars de financement au Burkina Faso. Et focus également sur la 11e édition de la foire d'exposition internationale du Mali, placée cette année sous le signe de la relance économique. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Notre invité est économiste, Monsieur Zebelinga. Bienvenue à vous. Merci. Et nos éditorialistes, Jean-François Akanji-Kombe. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Et Gratien Rukindi-Kiza. Gratien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le Tchad va envoyer des troupes au Cameroun pour l'aider dans sa lutte contre Boko Haram qui multiplie les raids meurtriers dans l'extrême nord du pays. Dans un communiqué, le président camerounais Paul Biya a remercié le chef de l'État tchadien pour ce geste solidaire, une collaboration sur laquelle beaucoup comptent pour mettre un terme aux agissements du groupe terroriste de plus en plus actif dans la sous-région. Aminata Diak. Le Tchad va soutenir le Cameroun dans sa lutte contre Boko Haram. Ce jeudi 15 janvier 2015, le président camerounais Paul Biya a annoncé dans un communiqué que son voisin allait envoyer des troupes dans son pays pour l'aider à combattre les islamistes nigérians. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, annonce que M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, a décidé d'envoyer un important contingent des forces armées tchadiennes pour venir en appui aux forces armées camerounaises qui font face avec courage, détermination et une vaillance reconnue de tous aux attaques répétées de la secte terroriste Boko Haram sur le sol camerounais. Pour certains spécialistes, cette coopération militaire est à saluer. Elle prouve également que les dirigeants africains sont conscients aujourd'hui de la nécessité de mettre en place une stratégie commune pour lutter contre le groupe terroriste. Ce qu'il faut déjà souligner d'entrée du jeu, c'est que la coopération entre le Tchad et le Cameroun à ce moment est à saluer et à féliciter d'abord, parce que Boko Haram est en train d'occuper suffisamment de terrain dans la région. Donc, je pense que si le Tchad et le Cameroun se sont finalement entendus pour conjuguer leurs efforts afin de lutter contre Boko Haram, il y a peut-être 2 ou 3 éléments qui peuvent très bien expliquer la situation. D'abord, l'impact symbolique de la solidarité internationale qui s'est manifestée à Paris. Je pense que cet impact symbolique a amené les dirigeants africains globalement, mais aussi les Tchadiens et les Camerounais à comprendre que seul on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Il faut absolument mettre en mouvement les moyens nationaux pour pouvoir mettre hors d'état de nuire Boko Haram. Le gouvernement camerounais ne précise pas dans le communiqué ni les effectifs du contingent tchadien ni la date de son déploiement dans le pays. Pendant ce temps, les combats s'intensifient dans l'extrême nord du Cameroun. Monsieur Zebelinga, on ne peut que saluer cette initiative. A priori, oui. Ça fait un petit moment que on attend et on espère une réaction plus mutualisée, une réaction plus cohésive des forces armées africaines. Une réaction qui tarde à venir. Il y a eu déjà des annonces, en tout cas on ne va pas dire des effets d'annonce, il y a eu des annonces qui n'ont pas été suivies d'effets. Et on a eu l'impression malheureusement que le Cameroun était seul sur sa frontière. Et il se trouve que, comme on dit souvent, quand votre voisin a des soucis, il vaudrait mieux ne pas trop en rire, parce que les dernières attaques de Boko Haram, qui sont d'une rare violence et d'une rare cruauté, ont aussi pour particularité, à mon avis, d'être plus stratégiquement problématiques pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le Tchad, qui fait cette annonce, il parle aussi de sa sécurité, parce que là, les attaques ont été portées dans le village de Baga, qui est pas très loin du Tchad et qui aurait permis en fait à une force multinationale de s'installer de façon stratégique. Donc, disons qu'on attendait depuis longtemps cette intervention et cette annonce.
Il y a quand même un grand absent, c'est le Nigeria, qui est quand même, voilà, les forces de Boko Haram se trouvent au Nigeria, donc on aurait attendu en premier une réaction du Nigeria. Je pense que si réellement c'est la réaction ou l'émotion internationale liée aux attentats français qui a suscité la réactivité du Tchad, alors là c'est extrêmement grave. Parce que de voir des présidents et des dirigeants africains venir en France, ça ne pose pas de problème, ils connaissent le chemin, ils ont les billets d'avion, mais qu'ils viennent pour une question de terrorisme qui se trouve en France et qu'ils enjambent des milliers de morts sur leur chemin, à leurs pieds, ça, c'est quand même, ça donne à réfléchir. Alors, Gratien, c'est vrai que le grand absent, c'est le Nigeria aujourd'hui. Oui, le grand absent, c'est le Nigeria. En même temps, il faut le dire, Boko Haram se ravitaille au Nigeria, se ravitaille dans les camps militaires du Nigeria, ce qui fait qu'on dirait que c'est pratiquement l'ennemi de Boko Haram qui donne pas les armes, mais en même temps, les militaires laissent les camps militaires. Mais on doit dire que finalement, cette histoire de Boko Haram, on peut se poser la question militairement. Est-ce que vraiment Boko Haram est devenu plus fort que les États qui entourent le Nigeria? Que les militaires nigérians, en tout cas, oui. C'est ce que ça laisse croire, on l'a vu. Hein. Oui, eux-mêmes préfèrent... On le voit, mais en même temps, Boko Haram a adopté, comme je l'ai toujours dit, une stratégie offensive. Ce n'est pas la terreur, ce ne sont pas les bombes qui sont posées à Yaoundé, Ouala et Lagos. C'est un mouvement qui fait l'offensive, qui se bat sur le terrain. Or, on sait, Boko Haram ne dispose pas de Mirage, de MiG ou de chars. Boko Haram ne dispose pas des armes assez sophistiquées. Bon, il y en a des armes qu'ils ont trouvées à gauche, à droite. Mais on peut se demander vraiment pourquoi ces pays n'arrivent pas à adopter une stratégie militaire. Parce qu'on a l'impression que les gens combattent Boko Haram sans connaître Boko Haram. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la méthode de raisonnement tactique. Les militaires doivent savoir, au moins, l'ennemi, je me bats contre un ennemi, quelles sont les armes qu'il dispose, quelle est sa tactique, comment est-ce qu'il fait, quels sont ses mouvements pour au moins se battre. Or, on peut y aller, plusieurs pays peuvent y aller. Du moment où ils ne vont pas connaître bien Boko Haram, avoir des renseignements, et puis aussi mener, vraiment se lancer, Boko Haram le fait parce que les militants, les gens, les combattants sont des gens qui sont déterminés. On a vu les militaires nigérians qui peuvent vraiment se sauver au lieu de se battre. Aujourd'hui, on a l'impression que Boko Haram fait peur aux militaires nigérians. Oui, ça veut dire que Boko Haram a déjà pris l'ascendant, le dessus sur les militaires. On doit savoir qu'au niveau de l'armée, c'est surtout l'impression, c'est surtout l'esprit que ça donne aux militaires. Du moment qu'une armée se sent inférieure par rapport à une autre ou à un groupe, elle est déjà perdue d'avance. Alors Jean-François, le Tchad a également appelé à une action de la communauté internationale. Qu'en pensez-vous ? Je pense que de la même manière que la décision du Tchad est à saluer, il est souhaitable que la communauté internationale se mobilise, de la même manière qu'elle a pu se mobiliser rapidement dans des délais extrêmement brefs à Paris. On peut souhaiter que contre toute déstabilisation par des forces terroristes, dans le sens de la terreur contre l'État, la communauté internationale puisse également être là. Je note simplement que cet appel-là, je l'espère de tout mon cœur, mais cet appel-là, je crains qu'elle n'obtienne pas les résultats que nous en attendons, parce que cela fait longtemps qu'au vu et au su de tout le monde, Boko Haram est né, Boko Haram a agi, a conquis ses premiers territoires et aujourd'hui va jusqu'à conquérir des bases militaires d'une force multinationale des pays du bassin du lac Tchad, ce qui montre quand même l'ampleur du phénomène et toutes les forces, y compris notamment les forces occidentales, savent que ce type de mouvement ne peut s'alimenter qu'en étant en réseau avec d'autres contre lesquels la France se bat et d'autres troupes se battent, notamment au nord du Mali, d'autres contre lesquels on se bat, tels que Daesh au Moyen-Orient, etc. C'est une intervention qui est bienvenue, mais souvenons-nous tout de même, c'est l'envers de la médaille, c'est l'envers positif de la médaille. Hein. J'en terminerai par là. Souvenons-nous que l'année dernière, certaines autorités camerounaises avaient menacé l'armée tchadienne, enfin, avaient
accusé l'armée tchadienne d'être un peu de mèche avec Boko Haram lorsqu'on avait arrêté des personnes en détention d'un certain nombre d'armes. Et il a été dit autour de ce plateau que la position des autorités tchadiennes était un peu pas claire. Maintenant, elle devient claire, en tout cas officiellement. Espérons qu'elle produira les résultats et espérons qu'en sous-main, il n'y aura pas d'autres collusions, ou en tout cas d'autres collusions prétendues. Et on va passer à la suite avec la Mauritanie où le tribunal de Rosso a condamné ce jeudi Biram Ould Abeid à 2 ans de prison ferme, tout comme 2 autres responsables de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Ce verdict a été accueilli par la colère des militants de l'ONG devant le tribunal. C'est ce que nous explique Aminata Diak. Biram Ould Abeid, condamné par la justice mauritanienne, la figure majeure de la lutte contre l'esclavage, a écopé ce jeudi 15 janvier 2015 de 2 ans de prison ferme, tout comme 2 autres responsables de son association, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, l'IRA, une organisation non reconnue par les autorités, mais qui, malgré les nombreuses poursuites judiciaires, continue sa lutte afin de faire respecter la loi votée en 2007 pour l'abandon des pratiques de l'esclavage. Nous avons été condamnés à des différentes peines de prison depuis le vote de cette loi parce que justement on manifeste pour l'application de cette loi et on réclame l'application de cette loi et ces manifestations pacifiques et ces réclamations qui nous amènent en prison. Ses partisans estiment que le verdict est particulièrement sévère et considèrent cette condamnation comme un recul des libertés en Mauritanie. Le verdict est arbitraire et politique. C'est une décision très grave parce que le dossier est vide. Ils n'ont rien fait. Parce qu'Aratine combat l'esclavage en Mauritanie. Les gens veulent le casser et l'ont condamné à de la prison ferme. On va manifester pacifiquement. Pour certains observateurs, ce procès aurait dû apaiser l'opinion publique par une décision juste et équitable. Il est vrai que l'opinion publique aurait préféré plutôt un apaisement, une libération, parce que le contexte dans lequel intervient ce procès était un contexte plutôt chaud chez nous, avec un autre procès qui s'est terminé avec une condamnation à la peine de mort au niveau de Nouadhibou pour le Mkhaïtir, condamné lui pour apostasie, et aussi pour d'autres affaires en justice aujourd'hui. Il est évident que cela aurait été beaucoup plus apprécié par l'opinion publique, par la rue, si le procès s'était terminé par libération. Les autres prévenus ont été relaxés. Pour sa part, la défense a décidé de faire appel de la condamnation. Alors, Gratien, l'avocat des accusés, parle de verdict arbitraire et politique. Qu'en pensez-vous ? Le verdict peut... On est dans un cadre assez sensible d'esclavage. Il y a une loi contre l'esclavage qui a été votée en Mauritanie, mais en même temps, il y a surtout des gens, des Noirs qui réclament, qui disent qu'il y a toujours l'esclavage qui reste. Bon, une décision politique, oui, bien sûr, il y a une part de politique, il y a aussi une part de la justice, mais en même temps, on peut se dire que si ils ont manifesté ou ils ont condamné une déclaration, on ne peut pas être puni d'une peine de prison ferme pour ce genre de contestation. Il reste à savoir, vraiment, je dirais c'est plus politique, parce que si ce n'était pas politique, au moins on pourrait se dire, si une partie de la société civile soulève ce genre de questions, on peut se demander, est-ce que réellement dans le pays ça existe? Éventuellement, on peut se dire que le président n'est pas au courant de toutes les pratiques, mais on peut se dire qu'on peut, par exemple, nommer une commission ad hoc composé par... On aurait pu ouvrir les débats. On ouvre les débats et on fait des enquêtes en réalité pour savoir si ça existe. Et si ça existe encore, est-ce que c'est le pouvoir qui soutient ou c'est le pouvoir ou le pouvoir ne le soutient pas? Donc c'est là vraiment où on pourrait, au lieu de passer par la prison de quelqu'un de la société civile, on pourrait passer vraiment par l'ouverture, la transparence totale, quitte à ce que ce problème n'existait plus après en Mauritanie parce qu'il traîne depuis un bon moment. Jean-François, 2 ans de prison ferme, ça paraît lourd comme peine. C'est lourd, c'est très lourd. Je ne veux pas me prononcer sur la dimension judiciaire de l'affaire, mais il y a des procès, il y a des condamnations qui résonnent inévitablement comme de la répression politique. C'est le cas ici. Nous avons M. Ould Abeid et un militant, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Il dirige une ONG. Il a été arrêté, si mes souvenirs sont bons et mes informations sont bonnes, lors d'une tournée dans le sud de Mauritanie, notamment tournée faite de conférences contre l'esclavage pour l'application de la loi telle qu'il l'a ici indiqué. Et si mes informations sont bonnes également, il a été condamné non pas
pour les propos qu'il a tenus, mais pour avoir résisté aux forces de l'ordre, pour outrage à la force publique. Nous savons dans tous les pays, y compris dans celui où nous sommes en train de passer cette émission, que outrage aux agents de la force de l'ordre, c'est le dernier argument de l'arbitraire du policier qui ne trouve pas d'autre argument contre vous. Donc, vraiment, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que lorsqu'il y a des litiges politiques, lorsqu'il y a des dissensions politiques, cela se règle politiquement et pacifiquement, et non pas de cette manière-là, et pas de cette manière pour éviter notamment le débat. Le débat, il est où? Le débat, il est de fond, c'est le débat sur l'esclavage. Ce débat sur l'esclavage, il y a la loi. Et une loi pénale, c'est quoi? C'est une loi qui d'abord est assise sur des comportements. Elle reconnaît que ce type de comportement existe. Elle manifeste de la volonté de le combattre. Et donc de le combattre quand? Pas dans le passé, pour l'avenir. Et par voie de conséquence, quelqu'un qui vient soutenir ce débat-là, en tout cas cette volonté-là, ne devrait pas se retrouver en prison pour 2 ans. En tous les cas, il a fait appel. J'espère que l'appel va prospérer et puis que ce sera l'occasion de réouvrir le débat comme Gratien l'a demandé tout à l'heure. Merci Jean-François. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour le dossier du jour.